C'est vrai que la radio, c'est pas un médium qui m'a toujours parlé, en fait, parce que j'avais l'impression que les voix que j'entendais n'étaient pas forcément en résonance avec la mienne. Parce qu'on est parfois caricaturé, essentialisé comme étant une seule facette de personnes à la fois. C'est comme si je devais choisir entre être noire et être queer, mais en fait je suis les deux à la fois et je suis aussi bien plus que ça. J'avais ce besoin, en fait, de rendre visible, de rendre audible les récits qu'on n'entendait pas. La radio en France, en tout cas, tout du moins, c'est beaucoup d'humour, c'est beaucoup d'informations, d'actualités dites polémiques, c'est beaucoup de voix dominantes, en fait, un entre-soi. Là, on entend toujours les mêmes manières de parler déjà, rien que dans la manière dont les journalistes parlent, ça dit quelque chose. Et les invités aussi qui sont reçus. Extimité, le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier. Je m'appelle Marie-Odile, j'ai 27 ans, mais j'en parie beaucoup moins. J'habite à côté de Paris depuis à peu près 6 ans. Ma mère est brésilienne, mon père est français. J'ai étudié l'art, mais j'ai eu un parcours un peu chaotique. Et donc j'ai nourri un peu cette idée-là. Je me dis, voilà, il faudrait quelqu'un qui parle, qu'on sorte des statistiques, qu'on soit pas dans une sorte de fil très actuel, en fait, ou avec un invité ou une invitée qui nous donnerait le savoir avec cet équilibre, enfin avec ce déséquilibre, notamment de sachant et voilà, avec une réflexion imposante, quoi. Je voulais sortir de ça. Il y avait ce truc de me rappeler que j'étais issue de l'immigration en permanence, et ça a duré jusqu'en première, où mon prof de français donc, m'a dit t'auras jamais le niveau en écrit, et tu parles pas assez bien, je comprenais pas quand tu disais ça, tu parles pas assez bien pour faire Sciences Po. Et ma vengeance, c'est que j'avais eu 20 à l'oral de français. On était en 2018, donc c'était relativement naissant, cette popularité autour des podcasts en France. On entendait beaucoup parler de l'intime comme un sujet politique. Je me suis dit que c'était l'opportunité de montrer aussi que les intimités les plus marginalisées étaient peut-être les plus révélatrices de structures sociales, de violences sociales aussi, et montrer ce que ça pouvait avoir d'impudique de raconter ces vécus-là, mais que cette impudeur, elle était éminemment politique aussi. Et renverser certains stigmates aussi, montrer quelles structures, quelles opérations sont en cours à travers des vécus qui sont parfois ceux de discrimination, bien sûr, mais ceux aussi de victoire par rapport à cette discrimination, d'affirmation de soi, d'émancipation, d'affranchissement. Et c'est comme ça qu'on a développé aussi le concept d'extimité en tant que podcast pour raconter cette parole qui agit. Mon quatrième, j'étais un peu dans ma petite bulle puisque j'arrivais du Congo, je connaissais pas tout à fait les codes. Je me souviendrai toujours que j'avais une doudoune rouge, mais immonde. Ma sœur en avait une verte. Et du coup j'étais reconnaissable, quoi. J'avais les cheveux naturels, mais avec les grosses tresses, des nattes collées. Là. C'est pas juste libérer la parole, être dans le témoignage permanent comme on nous demande de faire dans les médias mainstream, de toujours avoir en fait le rôle incarné, le misérabilisme, le témoignage, et ne jamais être expert de nos propres vécus, en fait. Chacune des personnes qui participent au podcast raconte, c'est leur propre complexité, et qui sont le fruit de plein de structures à la fois sociales et de plein de vécus, d'expériences intimes, personnelles. Et tout ça, ça crée des individus hyper importants à célébrer. On me dit « Ouah, tu travailles, t'es trop inspirante, genre tu viens le matin, t'es souriante ». Je vois très bien de quoi elle parle, je vois très bien que quand elle dit que j'arrive le matin souriante, c'est que contrairement à sa perception, le matin, j'ai pas envie de me tirer une balle parce que je suis handicapée et que j'ai juste envie que j'ai juste envie de continuer à vivre ma vie. Et il y a ce côté où, dans sa tête, c'est un compliment qu'elle me fait. Parce que pour elle, à ma place, elle ne pourrait pas se lever le matin, sourire et aller travailler. Donc ce compliment qui en soi n'en est pas un, parce que ça me met dans une position où t'es en train de me dire que ma vie elle mérite pas d'être vécue en fait et que je devrais être en train de pleurer dans mon lit le matin. Moi je le perçois comme une attaque en fait parce que je suis en mode comment tu me vois en fait, clairement on n'est pas sur un pied d'égalité et pour toi tu me vois comme une inspiration et pour moi je prends ça comme limite du paternalisme. D'un point de vue très pratico-pratique, effectivement ça se passe souvent dans la chambre de douce ou dans la mienne. On invite cette personne-là dans notre intimité, en fait. Et ça, je pense que ça joue aussi beaucoup dans la capacité à se livrer. Et c'est aussi, je parlais de transparence plutôt, d'honnêteté, c'est aussi parce qu'elles nous connaissent un peu et qu'on a nous-mêmes fait un épisode chacun et chacune d'extimité où on s'est raconté de A à Z presque qu'elles se sentent davantage en confiance. Puisqu'on s'est mis à nu, elles peuvent se mettre à nu devant nous aussi.
et devant notre audience aussi, qui est très 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 bienveillante. J'ai grandi avec mes parents qui me disaient « pince ton nez, comme ça il sera mince ». C'est moche les nez de nègres. Il faut pas que t'aies les traits négroïdes. Et du coup, ils me disaient pince ton nez, pince ton nez. Et donc, j'ai passé toute mon enfance à me pincer le nez en croyant qu'il allait être mince. Et je me souviens aussi de mon père qui me disait cache tes dents quand tu ris, elles sont pas jolies, quoi. Il y a quelque chose de thérapeutique en fait à se raconter, mais aussi à écouter les autres. Ça nécessite beaucoup de courage de raconter son histoire dans un podcast, mais une fois qu'on l'a fait, on se rend compte que c'était pas si difficile, ou alors ça peut être très très éprouvant, mais une fois qu'on l'a fait quoi, enfin on a sauté. Et il y a des choses que j'avais jamais dites à ma famille, par exemple, que j'ai racontées dans cet épisode. Ma sœur était pas au courant que j'étais gay, elle l'a appris en écoutant Extimité. Non pas parce que je l'avais envoyé le podcast, mais parce que des amis à elle l'ont écouté et m'ont reconnu et lui ont parlé de ce podcast en disant « Ah, c'est génial ce que fait ton frère et tout ». Et c'est comme ça qu'elle l'a su. Donc ça a débloqué certaines choses que je gardais secrètes. Ça permet de se débarrasser de la honte quelque part. Ou en tout cas de dire c'est pas à moi d'avoir honte. Enfin, je vis ce que je vis, je vais pas m'excuser d'être là et d'être qui je suis, quoi. Quand je pouvais pas parler de mes traumatismes, en fait je le dessinais. J'ai beaucoup dessiné. C'était un moyen de mettre en forme ce que j'avais en moi et qui était un magma de choses pas négatives, pas positives, négatives et traumatiques. Et les sublimer par l'art, ça les laissait sortir de moi, quoi. L'art a vraiment été thérapeutique, finalement, sans que je le sache. Et aujourd'hui, c'est identitaire parce que ça, pour moi, ça cimente mon identité. Je peux tout réconcilier avec ça. Au-delà donc des individualités qui sont racontées, c'est collectivement une prise de conscience qui est hyper large et qui a un impact en fait, parce que les personnes qu'on reçoit, au-delà de ce récit-là, c'est des personnes qui sont inscrites dans des mouvements qui sont plus larges, militants, associatifs, sur les réseaux sociaux. Enfin, cette parole-là, elle est libérée, mais elle est libérée parce qu'elle est mise en perspective, parce qu'elle est pensée, en fait, elle est réfléchie. C'est important pour moi, oui, bien sûr, d'avoir cet élan-là, ce mouvement d'extérioriser, parce que c'est bien de se comprendre soi et d'être dans une certaine introspection, mais cette introspection-là, elle ne s'arrête pas de manière très individualiste, en fait. Elle va vers autre chose. Et le son, c'est le mouvement, hein, c'est la vibration et ça se propage. Donc clairement, ça fera toujours écho, le bouche à oreille, tant qu'Extimité vit quelque part là, dans cet espace qui appartient à tout le monde. Je pense que ça se propagera et c'est comme ça qu'en fait, on pourra fomenter quelque chose, une révolution, j'espère. Mais c'est aussi une mémoire pour demain. C'est garder des traces qui sont beaucoup plus accessibles pour longtemps et pas juste le temps d'une story Instagram ou d'un tweet en 280 caractères.